Oui, ce serait plutôt ça. Ce roman-là, c'est une sirène. C'est-à-dire que je n'ai pas, ce n'est pas comme les précédents où il y avait besoin de documentation, où c'était inscrit dans une réalité, dans une histoire. Là, tout d'un coup, euh, un peu désamarré de tout, de tout ce qui faisait notre vie, eh bien, l'imaginaire a pris le dessus, l'océan de l'imaginaire m'a submergé, et ce roman m'a raconté, plutôt que je l'ai raconté, parce que franchement, cette histoire, elle est venue comme ça, tout armée comme une sorte d'Athéna folâtre. Elle est venue et m'a emporté, et je suis son personnage plus que j'en suis l'auteur, d'une certaine manière. Je l'ai écrit, mais je l'ai écrit dans un état qui n'est pas second, qui est peut-être vraiment premier. Ça m'est arrivé plus jeune. Si, plus jeune, j'ai écrit des romans assez vraiment taillés dans l'imaginaire. Euh, mais petit à petit, eh bien, ça s'est élaboré autrement. Ça s'est élaboré autrement. Mais là, je reviens aux sources. Je, je reviens aux sources, à la sirène. On sait bien que la vie est ordinaire, elle est répétitive. On sait qu'on est là, qu'on est présent, on a des inquiétudes, des souffrances, des angoisses qu'on va essayer de résoudre dans les songes, dans les rêves, et puis dans l'au-delà des rêves, que sont les songes. Et on ressort de là tout un peu bouleversé, un peu hagard, tous les matins. Euh, et ça, certain qu'on vient vraiment là de vivre quelque chose d'intense, et on va refaire les gestes ordinaires, la répétition, comme disait Freud, la répétition, c'est la mort. Et il y a quelque chose, une vie bouleversante dans les rêves, mais les légendes, si on prend ça au niveau de l'humanité, l'humanité, elle est fondée sur de grands mythes, sur des légendes, des légendes auxquelles on croit dur comme fer, dur comme rosé aussi. C'est-à-dire que les religions, les religions, mais on y croit, on croit à tout. On est d'une crédulité infinie, c'est insensé. On peut nous raconter des choses absolument insensées qu'un petit enfant, eh bien, craintivement écoute avec beaucoup d'émotion, mais il n'en prend pas un mot. Mais il sent bien que ça fait plaisir aux adultes. Et donc, mais et aussi, on peut revenir aux sources, et comme on y retourne dans les rêves, eh bien, on peut, dans le travail de l'écriture, dans l'art, avec la peinture, on ne fait que ça d'ailleurs, revenir à ces dimensions qui nous expliquent infiniment mieux que la sociologie, enfin la sociologie ordinaire, la socio, les sciences humaines, qui sont quand même très réductives et qui sont souvent sujettes à caution liées liées à l'époque. On est très étonné de lire certains ouvrages fondamentaux de sciences humaines du siècle dernier qui sont devenus, finalement, qui sont tombés dans la mythologie, une autre mythologie, un peu technicienne, enfin. Un roman, il faut un espace, un paysage. Euh, sans, il faut voir. Et pour voir, il faut décrire. Et pour que le lecteur, on parlait de l'aveugle, quand j'écris un roman, euh, et, eh bien, je considère, et c'est une façon, c'est une méthode dans mon atelier d'écriture, ça peut se faire. On écrit pour les gens qui ne voient pas, qui sont aveugles. A priori, ils sont aveugles. Quand ils sont devant un livre,
ils n'ont que des symboles, ils ne voient plus. Et il faut leur donner à voir. Et c'est essentiel. Si on donne à voir, on donne à vivre. Et on donne à comprendre, on donne à mettre en place. Et le décor est essentiel. Et là, c'est l'océan. C'est l'océan. Mais c'est pas, il n'y a pas de... Je ne peux pas dire où. Justement, ce livre est né, je ne sais d'où et comment. Euh, c'est probablement dans le nord. C'est très, très haut dans le nord, mais c'est pas la banquise, mais c'est très haut. Et il y a des falaises immenses, des falaises. Et, et il y a la description, c'est l'océan immense, l'océan debout, comme disait Paul Valéry, tellement il est là. Et puis cette falaise et cette lutte de la terre et des éléments. La falaise, il y a des endroits, j'ai vécu dans un endroit comme ça, où, où la falaise cède, parce qu'il y a l'océan travaille depuis toujours, mais parfois ça s'accélère. Et, et il y a des poussées qui, comme où j'habitais à Villarville longtemps, eh bien, je suis arrivé là, je ne savais pas, j'ai découvert ça. Les maisons tombaient à la mer de part et d'autre. Moi, j'ai vécu dans une maison qui était heureusement sur un rocher, c'est le village central, et les maisons tombent à la mer parce qu'il y a un travail de l'océan qui sape par en dessous et puis une poussée argileuse et ça crée des sortes de lanséismes, très lanséismes, et les maisons tombent. Et, là, et on voyait des pans de falaises qui tombaient, qui tombaient, qui... Et c'est sans doute, ça a dû m'inspirer ces 10 ans que j'ai vécu sur ce bord de falaise, petite falaise, mais quand même. Mais là, ce sont des hautes falaises inconnues avec un village, avec une ville qui s'appelle Mouelt. Mouelt, ça dit peut-être quelque chose à, euh, disons, c'est de l'ordre de la philosophie. J'ai utilisé des mots qui ont tous une signification, mais ce n'est pas la peine, on n'a pas besoin de philosophie. On est dans un roman primitif ou mythique, mythologique. Donc, c'est pas la peine d'expliquer parce qu'on se perdrait là. Et cette ville, cette région se désertifie, il n'y a plus grand monde, parce que justement, la terre bouge, parce que il y a des événements inquiétants. Et, 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 et là, il y a sur la falaise, euh, au-delà de Mouelt, de cette petite ville portuaire, il y a un sanatorium immense, un magnifique bâtiment Art Nouveau, Art déco, qui a été construit à l'époque où on faisait des choses comme ça, en montagne ou au bord de mer. Les tuberculeux, on les soignait dans des immenses édifices comme ça. Il y en avait pour toutes les classes sociales. Celui-là est très beau, avec d'immenses verrières, et puis et face à la mer, et de l'autre côté, de, dans la lande, de l'autre côté, il y a un parc. Aussi, on pensait à l'époque, ça c'est à la fin du 19e siècle, on pensait que les résineux soignaient les poumons, soignaient la phtisie. Alors on plantait toujours plein de résineux. C'est pour ça qu'on en trouve dans beaucoup de régions autour de ces édifices. Mais ces résineux, ces pins, ces ifs, se sont mis à pousser. C'est une vraie forêt quoi, qu'il y a dans un enclos derrière cet édifice. Là, après la pénicilline, c'est juste après-guerre, il n'y avait plus besoin de ces endroits-là. Et il n'y avait plus besoin de ces endroits-là et c'est devenu autre chose. C'est devenu une maison de repos pour des gens un peu dérangés, pour des, disons, pas un asile psychiatrique, mais enfin pas loin.
et avec un certain professeur Rewald qui pensait soigner à sa façon les malades qui lui étaient confiés. Et c'est là que le labyrinthe, que cette espèce de jungle d'arbres comme ça, d'épicéas, va être transformé par lui, par son ingéniosité, en un vrai labyrinthe. Il va y mettre 20 ans de sa vie pour en faire un labyrinthe extravagant qui aura beaucoup de sens, voilà, dans le roman. Il y aurait peut-être eu infiniment plus de sens si Dieu l'avait voulu, mais des sens qu'on ne peut pas connaître, impossible à capter. On peut rêver à d'autres sens, mais si on soustrait un sens, ça crée une dimension, ça crée une dimension unique, parce que tout d'un coup, dans cette soustraction, eh bien, il y a une autre façon d'appréhender le monde autour de soi. Un enfant sourd de naissance, il voit la parole, il voit le comportement des humains qui l'entourent, des animaux, le mouvement élémentaires, les mouvements élémentaires avec un sentiment de mystère profond. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que c'est que le bruit? Qu'est-ce que c'est que le son? Et cette interrogation ne le quittera jamais. Ça devient métaphysique pour lui. Et probablement, son imagination, lorsqu'il arrive, parfois, qu'il retrouve lui, n'a rien à voir avec tout d'un coup ce qui lui arrive de la réalité. Et il y a la solitude. La solitude, c'est l'expérience des sourds, des aveugles. Et la surdité face à l'océan, un océan, le grand vacarme de l'océan, il est sourd. Et il est un peu comme les compagnons d'Ulysse. Il est un peu comme les compagnons d'Ulysse qui peuvent continuer à naviguer, tandis que le roi Ulysse est attaché à un mât, ne veut pas mettre de cire dans ses oreilles. Il veut écouter les sirènes. Mais inversement, là, c'est peut-être lui le seul qui a connaissance de la sirène, qui peut traverser sans crainte le labyrinthe. Et en mémoire d'Ariane, vous avez Ariane qui, avec le fil, a conduit le héros au centre. Ariane, dans la mythologie, dans une version, eh bien, elle a été ensuite enlevée par Thésée. Et Thésée l'a abandonnée sur une île. Elle est morte de chagrin, mais une divinité bienveillante l'a transformée en araignée, pour qu'elle tisse infiniment, éternellement, son histoire. Tout à fait. Et cela, encore une fois, je n'ai pas les descendries, ça m'est venu comme ça. Et les descendries, vous savez, quand on écrit un roman, quand on est dans l'imaginaire, on laisse la parole à son imaginaire, on laisse les voix à l'imaginaire, et dès lors, il va faire usage de ce qu'il sait. Et il en sait beaucoup plus qu'on en sait, nous, avec notre mince film conscientiel. Et les mots, les noms sont advenus. Et c'est devenu, oui, le domaine des descendries. Oui, on descend dans les profondeurs de la psyché avec des incarnations, avec des héros, des héros anonymes, des héros clandestins.
et le conte se met en place sans que j'ai à aucun moment voulu plaquer des connaissances, notamment liées à la mythologie grecque. C'est venu, c'est advenu. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et ce qui pour moi était important, c'est que l'inconnu tisse le connu, qu'il y ait comme ça un jeu de renvoi. Le connu, c'est ce que je lui mets, la description, il y a la médecine, il y a les mouvements des océans, les animaux marins, les divers personnages, les catégories de personnages qui ont des connaissances, qui s'entrecroisent et puis l'inconnu, c'est le fond, c'est la marée, c'est la tempête, c'est le mouvement, les mouvements élémentaires, c'est le cosmos. Tout ça, ce jeu du connu et de l'inconnu, c'est le secret de ce roman. Les fantômes, ils sont présents pour tout le monde, mais en général, dans la vie courante, on ne les présente pas comme des fantômes, on les présente comme des êtres chers, des disparus, mais on est motivé, on est mené, on est appelé par eux à tout moment, et nos comportements sont liés à l'absence. Tout ce que nous sommes est lié forcément à l'absence, parce que le présent, ce très fragile instant présent qui est déjà disparu en le disant, eh bien, il est soutenu par tout un monde, des mondes et des univers disparus, et pour chacun. Mais là j'essaye de mettre en connexion, en relation, en écho. Et bon, Malgorn, il est né dans cet hôpital, il est né dans ces descendries, dans ce domaine. Un jour, la police locale ont amené une femme avec l'ordre des autorités locales de l'amener dans ce lieu, aux descendries, dans cette clinique, dans cet hôpital, dans cette maison de repos, je ne sais quoi. Et le docteur Riwald a été extrêmement intrigué par cette jeune femme qui elle ne parle pas, on ne sait pas qui elle est, elle n'est pas muette, elle chantonne, mais elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'identité. À force d'écouter les syllabes qu'elle énonce, eh bien, elle a été appelée Lélo. Et Lélo, je ne sais comment, un jour sera enceinte et puis on croit le soupçonner en lisant le roman, et puis accouchera d'un enfant, de Malgorn. Mais Lélo ne sait pas ce que c'est la maternité. Elle erre dans le labyrinthe du docteur Riwald. Elle erre sur les côtes. Elle est absente et elle est infiniment présente. Et elle est comme l'eau, elle est comme l'air. Et un jour, elle disparaît. Elle trouve une issue et puis elle disparaît. On suppose que la mère l'a emportée. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais l'enfant va être éduqué là. Malgorn va vivre avec une gouvernante assez singulière, assez étrange, qui va découvrir d'abord sa surdité et qui va s'occuper de lui. Et l'aventure commence là, vraiment, quand Malgorn commence à grandir et va découvrir le monde et va rencontrer une jeune fille qui vit dans une tour qui s'appelle Deirdre et qui, elle, sonde tous les soirs, regarde, observe les mouvements de la mer.
c'est dur de survivre à l'enfance pour chacun de nous, parce que bon, l'enfance n'est pas forcément d'ailleurs un paradis, loin de là. Mais l'enfance, c'est toutes les promesses. C'est toutes les promesses parce que tout est possible. Toutes les inventions, toutes les réalités sont encore possibles. Et puis ça se rétrécit petit à petit, généralement. Il arrive que, non, il arrive qu'il y ait pour certaines personnes qui ne sont pas forcément visibles, qui peuvent être complètement clandestines, cet esprit d'enfant, c'est-à-dire que le monde est toujours ouvert, la beauté est toujours surgissante, tout reste possible jusqu'à la fin. Et il y a des vieilles personnes qui sont très émouvantes. On voit dans leur regard que ils ont tout gardé, ils n'ont rien perdu. La littérature n'est pas ostensible. Elle est là, mais pas pour éclairer les, les vaisseaux fantômes, les bateaux, les barques en perdition. Elle est là, c'est la littérature, l'art est là de manière essentielle pour donner, l'échange, parce que l'art n'existe que si on a foi en lui. La littérature n'existe que si on lit et que si on s'exalte. La poésie, on peut passer complètement à côté, mais c'est notre liberté c'est le témoignage de notre liberté qui reste et demeure. On peut dire, mais non, il y a plein de déterministes. De quelle liberté parlez-vous? Mais si, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et elle est la plus belle invention humaine. C'est pascalien. On peut affirmer la liberté comme Pascal, affirmer la, la présence de Dieu. Mais bon, plutôt que Dieu, disons, d'un mot banni qui, qui dérange, qui est l'âme. C'est un des plus beaux mots, l'âme, qu'on puisse, qu'on puisse entendre, écouter. Moi, je ne parle pas d'âme, surtout pas, mais de liberté. Et cette liberté, il faut la défendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et les artistes, les poètes, les peintres nous donnent à partager cela qui appartient à tout le monde. Parce que le propre de l'art, c'est que l'artiste n'est pas propriétaire et n'est pas... il s'efface comme il s'est longtemps effacé jusqu'à la Renaissance, disons. Il n'y avait pas, on ne signait pas, on n'avait pas paternité, c'était passé par vous, et on était des gens qui... Il ne s'agissait que de transmission, d'intercession, d'intercesseur. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais il y a pour le reste, eh bien, la vie est la vie.